Ladies and gentlemen, good morning. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour cette table ronde. Nous allons évoquer ensemble un thème essentiel, à savoir l'information et la démocratie et le journalisme. Nous allons nous pencher sur la question suivante. Est-ce que le journalisme peut redynamiser, redonner une seconde jeunesse à la démocratie? Nous sommes à quelques jours du scrutin européen, au cours duquel l'information, la politique, l'influence étrangère font, je dirais, la une et font partie du paysage politique. Une révolution s'est produite dans la manière dont on produit, dont on consomme l'information. Chaque élection est devenue un champ de bataille, de distorsion, d'obscuration, de modification des faits. Comment est-ce que les citoyens font leur choix vis-à-vis de type de société dans laquelle ils veulent vivre? L'industrie des médias dans de nombreux pays n'est plus vraiment capable de gérer les évolutions technologiques, politiques et sociales de notre époque. Alors pour évoquer ensemble ces questions aujourd'hui, nous accueillons trois panélistes passionnants. Je vais vous les présenter. Christine Ockrent, vous êtes journaliste sur la chaîne France Culture, la chaîne de radio France Culture. Vous avez une émission qui s'appelle Affaires étrangères et bien sûr vous étiez déjà un des visages les plus connus dans le PAF français. Vous avez été la première femme à présenter le JT en France. Christophe Deloire, vous dirigez Reporters sans frontières, une ONG. Votre travail, c'est finalement de garantir que les journalistes sont protégés dans le monde et vous allez bien sûr partager avec nous la manière dont vous organisez ces garanties, ces protections et comment vous entendez lutter, comment vous luttez contre tous les dangers qui menacent les journalistes et le journalisme qui ne sont pas toujours les mêmes dangers. Hossein Derakhshan, vous êtes iranien, vous avez payé un lourd tribut au nom de la liberté du journalisme. Vous avez passé beaucoup de temps derrière dans les geôles iraniennes. Vous travaillez en Europe au MIT Media Lab désormais. Auparavant, vous avez travaillé à l'université d'Harvard aux États-Unis et récemment, vous avez publié un article très poussé, très fouillé dans le Guardian. Bien sûr, après notre discussion, nous nous tournerons vers la salle. Vous pouvez utiliser un moyen tout à fait technologique pour poser vos questions. Vous voyez, c'est le Bicast. J'aimerais tout d'abord me tourner vers Christine. On sait qu'il y a une grande crise. On ne sait vis-à-vis de la définition d'une information fiable. C'est plus ce que c'est qu'une information fiable. Est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion vis-à-vis de cette crise et solution peut-être? Merci Stéphane, je suis ravi d'être ici avec vous à l'OCDE. C'est un thème très vaste, effectivement. Même, je pense que nous avons toute notre part de responsabilité, pas seulement nous les journalistes, mais également en tant que consommateurs d'actualité, consommateurs de commentaires, et bien sûr la technologie s'est emparée de ce débat. Pour ma génération, dans le journalisme, nous avons connu l'époque bénie, finalement, où nous avions les satellites qui nous envoyaient des photos, des images de la plupart des régions du monde, finalement. Mais d'année en année, j'ai vu à quel point le contrôle a commencé à nous échapper. Désormais, on ne peut que être fasciné par le fait que Facebook paye l'AFP, l'agence France Presse, qui est une agence splendide, une des dernières de ce standing dans le monde,
pour que l'AFP fact-check, vérifie la véracité des publications, de certaines publications de Facebook. Donc, vraiment, le rapport entre ces grands conglomérats a changé. On ne va pas revenir sur la question des GAFA, on connaît toutes ces questions. La manière dont les journalistes peuvent justement faire leur travail et présenter les faits a changé. Nous vivons désormais dans une époque où la notion même de fait est mise à mal par ce qu'on appelle l'opinion ou de ce que cette délicieuse femme, Kellyanne Conway, ancienne conseillère de Donald Trump, avait nommé les faits alternatifs. C'est délicieux, non, comme expression, vous ne trouvez pas? Ça montre vraiment la frontière, je dirais, entre ce qui relève des faits et ce qui relève de l'intox, mais il y a une sorte de zone grise, un peu fumeuse entre les deux, des opinions qui voilà, prennent la place des faits. Je pense que c'est le problème numéro un. C'est pourquoi je pense qu'en tant que consommateur d'informations, on a du pain sur la planche, si je puis dire. Parce que vous prenez n'importe quel site internet, bon, à part, enfin, site d'information, à part le Guardian, le Monde, le New York Times, des grandes marques de l'establishment médiatique, à part ça, on doit tout revérifier. Et ça prend du temps. En général, c'est un temps que l'on ne prend pas. Donc nous sommes également responsables de cette divergence, je dirais, entre ce dont a besoin toute démocratie et ce que vous avez dit, Stéphane, la situation actuelle. Vous avez évoqué les élections européennes et on voit le torrent de boue qui s'abat sur les réseaux sociaux, la manipulation. Et tout d'un coup, les médias français sont fascinés par la présence de Steve Bannon à Paris. Voilà, ça serait intéressant de voir ce qu'il fait en ce moment et ce qui se trame en Europe à l'heure actuelle. Si je peux me tourner vers vous, Hossein Rakchan, vous avez beaucoup parlé des menaces qui pèsent sur la démocratie, sur l'information et sur l'enseignement, sur l'éducation. Ça va au-delà, bien sûr, du journalisme et d'information. Votre théorie est celle de la personnalisation. Selon vous, le mal vient vraiment de cela. Pourquoi, selon vous, c'est au centre des choses? Merci beaucoup de me recevoir. Je pense que nous sommes désormais dans une ère des post-lumière. Et dans cette ère de post-lumière, ce qui prédomine, ce sont quelques éléments, il y en a peut-être plus, mais je pense que c'est ce qui forme le socle de cette nouvelle époque. Tout d'abord, le remplacement de notre foi en les faits. Nous étions une société basée sur les faits, par autre chose. Il y a un retour du religieux, de la religiosité, mais pas de la religion dans le sens conventionnel du terme. La politique est devenue une forme de foi, une forme de religion. Les rituels s'apparentent à une liturgie, les espaces où l'on fait la politique deviennent religieux, les valeurs, les normes. Ça, c'est un aspect. Un autre, c'est ce passage du texte à l'image. C'est quelque chose qui est très alarmant également parce que je dirais que fondamentalement, les images ne peuvent pas avoir valeur d'argument. Parce qu'une image n'est pas abstraite, une image est spécifique. L'image, la vidéo, c'est spécifique. On ne peut pas les utiliser pour mettre en avant des arguments rationnels. C'est pourquoi ce passage à l'image omniprésente est dangereuse. Je pense que l'un des héritages majeurs des Lumières est menacé par cela. Le troisième élément, c'est la personnalisation de la vérité, je dirais, qui a des conséquences tout à fait délétères et inquiétantes. Lorsque, en gros, vous détruisez l'idée de notre société et toutes les valeurs qui la composent, Thatcher, dans les années 80, a dit, on s'en souvient, la société, ça n'existe pas.
Le fait est que ça devient un projet de destruction de la société à travers l'intelligence artificielle, le machine learning, les algorithmes. La conséquence, justement, les conséquences, c'est l'apparition de ces vérités personnelles, personnalisées. Et ça prend beaucoup de formes. Ça affecte l'aménagement urbain, ça provoque la fin finalement des espaces communs, de la démocratie, de la diffusion publique. Internet, c'est la nouvelle télé. Pas simplement l'infrastructure, les tuyaux pour ainsi dire, mais la forme également. C'est une télévision personnalisée, individualisée. Donc même les interactions les plus basiques que nous avions, du fait même de l'existence des espaces publics, que ce soit les transports publics, transports en commun, des places publiques, des places, littéralement des places publiques. Maintenant, tout ça s'est remplacé un peu par nos smartphones, parce que, et du coup, on n'entend plus, les gens ne parlent plus vraiment, hein. Le transport public, en tout cas, c'est certain. J'en veux pour preuve également que c'est dangereux, que la justice pourrait devenir totalement viciée. Parce que si vous ne savez pas comment vivent les autres gens, quelles sont leurs opinions et quelle est leur vie, grâce justement à des interactions dans une sphère publique, eh bien, du coup, vous ne pouvez plus avoir ou faire rendre la justice. Donc, le néolibéralisme a pour but et a pour effet de détruire tout ce qui est public. Of course. Christophe. Christophe, votre ONG a une mission de défendre les journalistes dans le monde. Et dans cette mission, vous trouvez une contradiction. C'est que ce que nous appelons le journalisme de qualité en Europe, en Occident, en Asie, a tendance à être critiqué, méprisé, parce que ce serait une défense des élites. C'est une conclusion que l'on a bien vue en France au cours de la fameuse crise des Gilets jaunes, où les journalistes ont été attaqués à de nombreuses reprises, y compris physiquement. Alors, comment défendre les journalistes et le journalisme dans une atmosphère aussi perverse ? Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les gens qui sont ici présents parce que c'est un véritable encouragement pour nous. Vous êtes ici justement pour traiter de ce sujet très important. Nous avons beaucoup de pain sur la planche, mais voyons d'abord quelles sont les difficultés que nous rencontrons. Et je vais en évoquer 3 types, car il y en a de nouveaux dans ce domaine. D'abord, la présence physique, visible, ensuite la présence invisible et ensuite les règles du jeu. Ce que j'appelle la présence visible, c'est la violation des droits des journalistes lorsqu'ils sont tués, par exemple, comme Jamal Khashoggi. Alors, de plus en plus, il y a des journalistes partout dans le monde qui travaillent sur des sujets sensibles et très importants, comme les questions d'environnement, les discriminations, les violations des droits de l'homme, la corruption. Et tous ces gens-là sont tués, même en Europe. Et pourtant, l'Europe est le meilleur continent pour la liberté de la presse. Mais au cours des dernières années, il y a des journalistes qui travaillent. Il y a une journaliste maltaise qui travaillait sur la corruption qui a été tuée. En Slovaquie aussi, Jan Kuciak a été tué. Alors que Jan Kuciak n'a jamais rencontré de sources dangereuses, il n'est jamais allé en zone de guerre. Il était simplement un journaliste analysant des données, comparant des rapports de l'Union européenne et de son pays. Et il a été tué à cause de ça. Actuellement, il y a 350 journalistes qui sont en prison dans le monde, en Arabie Saoudite, en Chine, en Iran, évidemment. Ce sont les violations classiques de la liberté de presse. Mais elles sont plus fortes parce que de nombreuses puissances
quel que soit leur pouvoir, que ce soit des États, des groupes religieux, parfois des groupes mafieux. Ces gens considèrent que des journalistes libres les empêchent de faire ce qu'ils veulent faire et par conséquent, les journalistes sont tués. C'est-à-dire qu'en tant que pouvoir ou puissance, vous pouvez envoyer directement votre contenu au public et vous ne voulez pas de filtres qui pourraient vous détourner et ils sont donc éliminés. Alors ça, c'était les prisons visibles. Les prisons invisibles, c'est quand il n'y a pas de victimes, pas de barreaux, pas de sang versé, mais c'est par le biais de l'argent, des nouvelles technologies ou de lois qui donnent l'impression d'être relativement légères, mais en vérité, il y a un contrôle énorme des journalistes. Les oligarques russes, par exemple, ils ont une influence, même en Turquie, qui a été un laboratoire pour l'abolition du terrorisme. Eh bien, Erdogan aussi utilise ces méthodes-là, parmi d'autres. Donc, prison visible, prison invisible. Et puis, il y a quelque chose de plus important, ce sont les règles du jeu. Il y a 70 ans, la Déclaration des droits de l'homme a été adoptée au Palais de Chaillot à Paris. Et l'article 19 concerne la liberté d'opinion et d'expression. Mais dans ces démocraties, les sauvegardes à la démocratie ont été établies au niveau national avec des législations pour les médias, les libertés publiques, etc. Or, dans l'espace mondialisé de l'information et de la communication, il n'y a plus aujourd'hui de distinction entre le public et le privé, entre les différents médias et même entre les êtres humains et l'intelligence artificielle. Les machines, enfin, la distinction a tendance à disparaître. Les différences sont éliminées. On ne peut plus les utiliser. Et ce que nous devons faire, donc, c'est de reconstruire un système de garantie, sans revenir à l'ancien système, à l'ancien monde, mais adapté au nouveau monde. Parce qu'au-delà de ces phénomènes de propagande, des informations créées par centres d'intérêt, de la publicité, etc., qui sont en concurrence directe pour la première fois, et c'est une concurrence déloyale parce qu'il y a un avantage concurrentiel pour les extrémistes ou les informations erronées, les fake news. Donc, au-delà de ça, il y a des raisons, des causes. Et c'est que pour la première fois dans l'histoire de la démocratie, ceux qui créent des lois, qui établissent des normes, ceux qui créent cette architecture des choix ne sont plus au Parlement où ils sont contrôlés. Ce sont les propriétaires des plateformes. C'est eux qui déterminent les lois. Et ils n'ont aucune obligation. Est-ce qu'on peut considérer que Mark Zuckerberg, le jour où il change d'algorithme, qui préfère les images au texte ou, par exemple, un algorithme biais, est-ce que c'est son propre mode d'expression? Est-ce que nous considérons que lorsqu'on pose des questions à Alexandre Siri et que lorsqu'il répond, c'est juste sa liberté d'expression qui est en jeu? Non. Si on demande à Alexandre Siri pour qui on devrait voter, il devrait pouvoir dire je ne suis pas capable de répondre à cette question, mais il pourrait parfaitement le faire. Il n'y a pas de protection, pas de sauvegarde. C'est donc très dangereux et il nous faut trouver des manières d'imposer des sauvegardes, des protections. Et Reporters sans frontières, RSF, a lancé 2 initiatives dans ce sens. Une initiative internationale sur la démocratie de l'information, en novembre dernier, soutenue par 12 pays, et nous serons au prochain sommet du G7 à Biarritz en France, et puis une autre sur une solution de marché pour promouvoir les médias qui sont plus proches des idéaux du journalisme que d'autres.
Parce que c'est ce que nous devons défendre. Parce que je pense qu'en fin de compte, la question, c'est qu'est véritablement le journalisme? Est-ce que c'est le quatrième État ou le quart État? Nos sociétés, nos entreprises, nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de faire confiance à des tiers pour pouvoir prendre des décisions. Et les journalistes devraient être des tiers de confiance. Merci Christophe, merci pour vos réponses. Je crois que nous sommes tous d'accord que la démocratie ne doit pas être imposée par des plateformes, ça nous paraît clair. Ceci dit, quand on voit qui met en œuvre la démocratie, les parlements, les gouvernements, d'autres institutions, la plupart de ces institutions ne semblent pas être en mesure, au moins du point de vue technologique, de comprendre la dimension du problème, l'ampleur du problème. Christine, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Quels sont les acteurs auxquels vous feriez confiance pour mettre en œuvre la démocratie, à part les États? Mais en fait, les États ne devraient pas être impliqués dans ce genre d'activité. Quelle est la solution alors? Là encore, je pense que dans les démocraties, qui est au fait une partie du monde en pleine contraction, y compris en Europe, donc notamment pour les droits humains et la liberté de la presse. Et la Hongrie est un bel exemple d'un gouvernement élu démocratiquement, d'un président élu démocratiquement, qui s'est emparé des médias. Donc c'est vraiment les citoyens qui doivent faire quelque chose. Et Christophe a donné des exemples dramatiques de journalistes faisant leur travail et payant le prix le plus élevé pour ce travail. En France, comme nous le savons tous, nous avons tendance à toujours demander à l'État. C'est l'État. Mais c'est un argument quelque peu tortueux, parce que la liberté d'expression, la liberté de penser sont des piliers de toute démocratie. Et personnellement, je ne pense pas que ce soit l'État qui doive déterminer une quantité faramineuse de lois qui n'ont de toute façon pas beaucoup d'effet. C'est typiquement français. Mais pour moi, c'est dangereux de faire ça. Et là encore, je pense qu'il appartient aux citoyens de réagir. Mais il y a autre chose. Christophe a mentionné le fait que nous voyons ces espèces de mania de la presse. Il y a eu dans le New York Times un article extraordinaire sur Rupert Murdoch et la manière dont il a construit son empire, ce qu'il contrôle. C'est un segment très important dans nos médias occidentaux. Mais dans le système américain, ils sont aussi présents. Ce qu'il y a, et je souhaiterais qu'on en ait aussi en Europe, ce sont des fondations. Et ces fondations peuvent promouvoir le journalisme avec de très bonnes salles de presse. Dans le système américain, vous avez en général quelques familles très riches qui financent ces fondations. En France, nous avons des familles riches qui sont propriétaires de magazines ou de journaux. Et je dois dire que ni les Échos ni Le Point ne reflètent nécessairement les intérêts de leurs propriétaires, quelquefois aux grandes dames de ces propriétaires. Mais le système américain et le Guardian aussi, et qui appartient à une fondation, ce sont des manières de rééquilibrer ou de contrer les pouvoirs difficiles à réglementer de ces compagnies GAFA. Il est très intéressant de noter, mais vous le connaissez mieux que moi, il est très intéressant de noter que lorsque je discute avec un collègue américain sur ce qu'il faudrait faire ou comment cela se fait qu'aux États-Unis, le gouvernement fédéral ne fasse rien pour limiter le pouvoir de ces
gigantesques plateformes, et pas seulement dans le domaine des médias, mais dans le domaine de la santé publique, l'intelligence artificielle, qui nous entraînent dans des voies absolument inconnues, sans aucun contrôle démocratique. Mais la réaction, c'est toujours la même. Non, 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 surtout pas de gouvernement qui interviennent là-dedans, pas d'influence de l'État. Donc c'est une scène qui bouge tout le temps. Je sais que Mark Zuckerberg, je ne veux pas être injuste, mais je ne crois pas qu'il se réveille la nuit en se demandant quelles sont les limites éthiques qu'il pourrait y avoir chez Facebook ou celles qui pourraient avoir été franchies au cours des 24 heures écoulées. Ça, je ne le crois pas du tout. Donc, je crois que nous devons essayer de construire des groupes médias bien financés, indépendants, qui peuvent utiliser les technologies, mais en même temps aider les citoyens, les consommateurs, parce que nous sommes tous des consommateurs. C'est trop facile de dire, oh ben nous, en tant que consommateurs, nous avons tous les droits, mais pas de responsabilité. Enfin, bien sûr que nous avons des responsabilités, mais ce que je souligne, c'est le fait que l'économie des médias n'est pas, c'est pas juste un vœu pieux, c'est un vrai problème. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que les médias publics sont condamnés. Je ne pense pas que ça soit vrai en Europe. Ça l'a peut-être été dans d'autres régions du monde. Mais je crois qu'une fois de plus, nous devons être préoccupés par le financement d'un journalisme de qualité indépendant ou de médias indépendants, qui ne sont pas nécessairement élitistes. Christine, merci. Hossein, j'aimerais vous reprendre sur cette idée de recréer une discussion publique. Et cela pourrait être concrétisé par des plateformes publiques ou des initiatives citoyennes d'un autre genre. Vous pourriez nous expliquer? Et la question posée par Christine, c'est comment financer ces médias redynamisés? Alors, je voudrais prendre un peu de recul pour expliquer en quoi consiste la crise. Je crois qu'il y a deux crises spécifiques, en fait. Pour ce qui est du journalisme, la crise principale, c'est celle de la distribution. Parce qu'avec les plateformes, les débouchés des journalistes ont complètement perdu le contrôle de leur mécanisme de distribution. Et c'est la première fois dans l'histoire. Même la télévision était quand même relativement contrôlée par le journalisme, mais maintenant, avec les services de streaming et l'Internet, ce n'est plus le cas. Les médias imprimés sont en plein déclin. La distribution est donc un gros problème. Et ça nous lie à cette idée de domination des plateformes dans la société moderne. Et ce que vous disiez à propos de la domination des plateformes, c'est très alarmant. Parce que, voyons les choses comme ceci. C'est un espace dans lequel les États et les démocraties avaient le contrôle. Nous votions pour des États, pour des gouvernements, nous leur demandions de nous représenter de ce système. Ils contrôlaient beaucoup des aspects de ce système. Mais de plus en plus, ces aspects sont contrôlés par les plateformes. Et les plateformes, non seulement elles ne sont pas publiques, elles sont privées, mais en plus, elles viennent d'un pays en particulier avec des normes et des valeurs qui ne sont pas nécessairement cohérentes avec celles d'autres pays. Donc, il y a une expansion de l'influence de ces plateformes sur tous les aspects de la société. Et on en revient à la question de distribution, parce que maintenant, c'est elles qui décident de la distribution. Par exemple, Uber avec les taxis, peut-être pas autant en Europe, mais il y a une privatisation rampante, moins d'intervention du gouvernement, moins de financement pour tout ce qui est public, etc. Ça, ce sont des tendances de fond. Et les plateformes, en fait, contrôlent les déplacements avec Uber,
les images, YouTube, Instagram. Donc c'est le regard qu'il contrôle, ce que l'on voit. Et puis, les désirs, avec toutes ces applications de rencontres, par exemple. Il y a plein d'aspects de la vie qui étaient libres auparavant et qui sont dominés par les plateformes aujourd'hui. Pensez à la santé, à l'éducation, c'est pareil. Et plus précisément, ce livre est très utile à lire. Je ne sais pas comment prononcer son nom, c'est José Van Dijk. Ça s'appelle La Société des plateformes, Platform Society, et j'encourage tout le monde à le lire parce que ça montre l'érosion des valeurs publiques partout dans le monde et notamment en Europe à cause des plateformes, qui est un sujet très inquiétant. Pour ce qui est des solutions, il y a différentes solutions selon les problèmes. Mais pour le financement du journalisme, question que vous avez posée, c'est très intéressant parce que quand vous voyez par exemple, et vous avez souligné ça à juste titre, le succès du financement du Guardian qui passe par une fondation mais également par ses membres, par ses abonnements, son modèle d'abonnement qui est en renaissance dans le monde. L'appartenance ou l'abonnement, c'est comme une taxe, mais taxe volontaire. Et quand il y a un grand nombre de gens qui sont prêts à payer pour tel journal ou tel magazine qui couvre peut-être une grosse partie de la société, à ce moment-là, vous pouvez prendre ce désir et le transformer en système qui serait peut-être similaire à celui de la BBC ou au financement du Royaume-Uni avec un système de licence qui financerait donc une bonne partie de ces activités. Mais comme vous devez régler le problème de la distribution des réalisations des journalistes, vous devez réfléchir à une plateforme publique, au moins pour les informations. Une plateforme publique pour un réseau social public, un Facebook public par exemple, qui serait dirigé par des conseils avec les médias les plus populaires, quelque chose de plus transparent parce que les gens verraient ce que sont les algorithmes, quand ils changent, comment ils changent, en fonction de quelles valeurs, de quelles normes, etc. Donc je crois que tout cela, c'est tout à fait utilisable et viable si on part des diffuseurs publics actuels, la BBC, la RAI, enfin la RAI ça serait difficile, mais bon, enfin un certain nombre de chaînes publiques, TVE en Espagne ou des chaînes allemandes d'Europe du Nord, si tous ces gens-là pouvaient se réunir et créer une plateforme publique juste pour la distribution de leur propre production, ça serait la base ou une des bases d'une alternative à Facebook pour l'ensemble de l'Europe. Pourquoi pas? Nous avons 3 Internets aujourd'hui. Le chinois, Hossein, désolé de vous interrompre, mais vous prenez l'exemple du Guardian, qui est un système très élaboré de financement et d'abonnement. Combien y a-t-il de médias importants qui font la même chose et avec autant de succès? Est-ce que c'est un modèle validé ou c'est une exception sur laquelle on peut s'émerveiller? Je ne sais pas. Il y a différentes normes et valeurs pour ce qui est des journalistes, du journalisme financé publiquement. Je dirais qu'il y a 3 Internets, le chinois, l'américain et l'européen. Ça se produit déjà quand vous voyez la réglementation, par exemple le règlement, le RGDP. L'espace Internet européen ou américain sont différemment régulés. Donc ces 3 modèles vont de plus en plus avoir leur propre logique économique pour le journalisme public ou pour un journalisme qui est nécessaire pour que, dans le bien public, pour les valeurs publiques. Et il va falloir qu'ils réfléchissent à leur propre méthode. Mais je dirais que le modèle des fondations fonctionne très bien
aux États-Unis devrait fonctionner en Europe. Et j'encourage vraiment les gens à penser à la viabilité de ces plateformes sociales publiques. Christophe, vous avez dit au début qu'il y a des prisons invisibles pour les journalistes. Vous incluez Facebook et Google là-dedans? Non, c'est plus ce que j'appelle les règles du jeu. Je ne vais pas défendre Mark Zuckerberg, mais ce n'est pas facile d'être Mark Zuckerberg à cause de nous, parce que nous sommes bourrés de contradictions. Et je pense que tous, nous critiquons Mark Zuckerberg s'il décide de censurer certains contenus, considérant que ça pourrait être dangereux. Nous disons, ah, mais attention, c'est de la censure privée. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais le même jour, au même moment, on peut aussi le critiquer pour la raison inverse, en disant « Ah, mais vous diffusez des discours de haine et vous êtes responsable de ça, vous ne devriez pas le faire. » Or, c'est notre responsabilité que de créer les conditions qui vont faire que Mark Zuckerberg prendra ses responsabilités. Mais vous n'avez pas besoin d'être sur Facebook, d'ailleurs. Mais vous savez que dans plein de pays, Facebook est dans la sphère publique. Aux Philippines, par exemple, c'est même plus un réseau social, c'est public. Dans les pays européens, ça fait partie de la sphère publique. Google en fait partie aussi. Et peut-être que Weibo le sera demain. Et en tant que citoyen, aujourd'hui, nous n'avons rien à dire à Zuckerberg ou à Xi Jinping, qui dirige des plateformes, parce que Weibo n'est pas internationalisé. On pourrait lui dire « Ah, mais il y a... Weibo, c'est vraiment la liberté d'expression de Xi Jinping et du Parti communiste. » Mais les démocraties ont toujours eu des lois transparentes. Or, ici, les lois ne sont pas transparentes. La sphère publique dans les démocraties doit être neutre politiquement, religieusement, idéologiquement neutre. Pas les acteurs dans cette sphère, non, mais la sphère elle-même doit être neutre. Or, ce n'est pas le cas en Iran, où il y a d'énormes préjugés. Ce n'est pas le cas en Chine, même chose. Et il faut absolument sécuriser tout cela. Et nous ne l'avons jamais fait. Et nous n'allons pas le faire en disant que Facebook est un média. Car si nous disons, ce que nous faisons souvent, que Mark Zuckerberg devrait avoir la responsabilité qui incombe à un média, eh bien, ça serait très dangereux parce qu'il serait comme le rédacteur en chef, avec sa ligne éditoriale. Ça, c'est très dangereux. Comme je l'ai dit, je n'ai rien contre Mark Zuckerberg. C'est juste la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui. Donc, nous avons un véritable changement de paradigme. Nous avons délégué la gestion de la place publique à ces gens-là. Alors, est-ce que ça doit être public? Est-ce qu'ils devraient avoir le statut public? Mais de toute façon, il faut leur imposer des obligations. Et voilà ce que nous faisons. Pour ce qui est de la distribution, il y a une concurrence injuste. Les sauvegardes, les protections n'ont jamais été parfaites, mais il y avait une distinction très claire entre le journalisme et la publicité auparavant. Bon, il y avait un certain nombre de gens qui ne respectaient pas tout à fait les règles, mais en fait, c'était quand même assez clair. Mais maintenant, la manière dont les contenus sont produits, dans certains cas, on peut savoir si le contenu a des buts publicitaires, mais pas nécessairement des films vidéo. On parlait des lumières, mais les lumières ont été mises en œuvre par des lois, des institutions, et nous avons perdu le contrôle. Moi, je dirais on a perdu les règles du jeu, et il faut recréer les règles du jeu. Et c'est pour ça que, pour la question de distribution, nous avons lancé un processus qui vise à créer un mécanisme
où ni le gouvernement ni les plateformes, puisqu'ils sont tous deux illégitimes, mais le processus sera ce qui garantira l'honnêteté des informations et des nouvelles. Et c'est ce que font la plupart des bons médias dans le monde, la BBC, le Spiegel, l'AFP, la DPA, le Guardian, etc. L'idée, c'est de créer des normes journalistiques à mettre en œuvre sur l'indépendance éditoriale, l'utilisation de méthodes de vérification, le respect de l'éthique, avec un processus de certification d'outils. Et tout ça, ça peut être négocié avec les plateformes, avec les annonceurs, avec les organes réglementaires, de manière à ce qu'ils fassent la promotion de ceux qui peuvent prouver que leur processus respecte les principes d'une information indépendante et digne de confiance. On a commencé avec une initiative européenne pour éviter beaucoup trop de trolls. Nous avons aujourd'hui 120 entités allant de Taïwan à la Corée du Sud aux États-Unis, en passant par l'Europe, les Balkans, etc. Et c'est une manière de créer un facteur d'intégrité pour cette plateforme. Personnellement, j'ai été traumatisée par le massacre du district de Ghouta à Damas. Et à Paris, je cherchais Ghouta dans mon moteur de recherche. Et je suis donc tombée sur un quotidien français. Et ensuite, Spoutnik, en place 2, 3, 4 et 5. Et non pas payer le moteur de recherche pour être en haut de la liste. Mais ils ont trouvé une façon d'optimiser leur classement à l'aide de liens artificiels pour le faire remonter dans la liste. C'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas du tout que je sois contre l'approche ou le point de vue russe, mais ça reste dangereux. Et vous pensez que si Google était public, ils auraient arrêté ces liens? Attendez, je n'ai jamais parlé d'avoir un Google public. Non, ce que je dis, c'est qu'un facteur d'intégrité doit être intégré aux algorithmes de recherche. Il faut faire en sorte que les recettes de publicité soient redirigées vers les médias qui le méritent. Et ici, c'est une question de responsabilité quand je dis qu'ils méritent. Aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur. C'est une jungle. Il faut donc que l'on crée des distinctions sur la base de critères spécifiques. Pas de décisions discrétionnaires venant des gouvernements. Mais c'est ça qu'on fait. La logique devrait être la suivante. Pour réagir à ces symptômes, très souvent, nos députés ou nos leaders considèrent qu'il s'agit de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression est protégée. Mais la question, c'est, on a ici une campagne de propagande qui est dangereuse, qu'est-ce qu'on fait pour faire une exception pour celle-ci? Et c'est comme ça qu'ils approchent la question. C'est de la réglementation de contenu. Mais la réglementation, la régulation du contenu crée de la polarisation. Parce qu'il y aura toujours une réaction, une contre-réaction. Il faut penser à faire les choses d'une autre manière, avec une réglementation de marché. Les démocraties, toutes, pas seulement la France, ont toujours réglementé les médias. Et quand on cherche les lois réglementant les médias, ça change tout. Fox News, par exemple, a été créé par des individus, mais surtout par l'abolition d'une doctrine très importante de la FCC, l'autorité de réglementation des États-Unis, des médias aux États-Unis. Et c'est ce changement qui a donné lieu à Fox News. Et donc il faut réfléchir et revenir éventuellement sur ces réglementations pour changer ces problèmes. Il faut préserver la liberté d'expression. Et c'est un problème grave parce que certains prétendent que la désinformation tombe dans le cadre de la protection de l'expression. Mais le journalisme n'est pas seulement de la liberté d'expression. Le journalisme va au-delà. Il s'agit d'informations de confiance. Et ça, c'est pas seulement de la liberté d'expression.
Il s'agit de pouvoir garantir les faits. Et pour ça, il faut de la liberté, des droits, certes, mais aussi des devoirs. Et c'est de ça qu'est fait le journalisme. Souvent, on prend la liberté d'expression comme si elle était seule, comme si voilà, c'était indépendant. Mais la liberté d'opinion, comme disait Hannah Arendt, c'est une force. Et on ne peut pas la garantir si on ne garantit pas les faits. Christine, vous vouliez réagir? Je suis tout à fait d'accord avec la recommandation de Christophe. Il y a toutefois une autre question qu'on n'a pas encore traitée aujourd'hui, c'est la question de la confiance, qui touche à la question de la citoyenneté. Eh bien, pardonnez-moi d'insister, mais ça revient à la question de la consommation. Vous avez dit à juste titre que les plateformes imposent désormais leurs algorithmes propres sur un certain nombre d'aspects de notre vie. Mais personne n'est obligé d'aller sur Instagram et de prendre une photo de sa pizza. Personne ne se voit forcé d'utiliser ces plateformes. Si un individu considère que c'est une violation des droits, ils peuvent... Mais ça fait de plus en plus partie d'un capital social, pour ainsi dire. Sociétal. Mais la question de la confiance est une question fondamentale pour nos démocraties. Ce n'est pas seulement la confiance envers les médias, envers les journalismes, c'est la confiance même envers les règles fondamentales recommandées par Christophe. Ça nous ramène à cette atomisation du paysage. À savoir que chaque individu peut diffuser largement ce qu'il ou elle considère comme des faits ou des vérités. Votre premier argument était tout à fait vrai. On est dans un système de croyance. C'est une croyance de dire « je n'ai pas confiance en telle personne ». Ou de dire « ce que je lis ne correspond pas à ce que je croyais ex ante et donc ce n'est pas vrai. Je ne le crois pas. » Là encore, la question de la confiance s'impose à nos démocraties. Et on est à une époque, à cette époque, à une question très pertinente. On l'a vu on le voit avec les élections européennes. C'est très d'actualité. L'ONG de Christophe et bien d'autres ont fait beaucoup de travail pour essayer de réorganiser le paysage de l'information. Mais pendant des décennies à venir, on va continuer à avoir la désinformation, le fake news, la mésinformation qui est soutenue par des puissances réelles. Alors comment éduquer le public pour que les fake news soient identifiés par la population? Est-ce que cela n'impose pas de repenser complètement le système d'éducation? Aujourd'hui, on est extrêmement vulnérable. Les enfants en particulier sont très vulnérables face à cela. Que suggérez-vous? La désinformation a toujours existé. C'est aussi vieux que la langue. On appelait ça des mensonges avant. Et pendant la guerre froide, on a commencé à ne plus dire mensonge et à dire à la place désinformation, parce que c'était utilisé par les pays rivaux, les puissances contre lesquelles on se battait. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et la raison pour laquelle tout le monde panique, ce n'est pas tellement que le phénomène soit nouveau. C'est parce qu'il y a un nouvel aspect qui a été ajouté et qui le potentialise. Et c'est le fait que la distribution, la mise en réseau amplifie ces mensonges. Et soudain, quelque chose peut devenir une tendance ou le sujet du jour dont tout le monde parle. C'est retweeté à l'infini, partagé, liké. C'est ça qu'on appelle l'amplification. Et des agents non humains, des robots, donc des algorithmes, peuvent y participer. Ou
Il y a, par exemple, vous avez tout d'un coup une tendance qui se base sur un article qui est à l'origine, qui vient d'Arabie Saoudite et qui est rédigé en perse. Ça pose de nouveaux problèmes. Bien entendu, il y a aussi le fait que ça dépasse désormais les frontières. Alors, vous pouvez par exemple savoir qu'il y a des gens qui sont en train de manifester à Paris. Ok. La différence qu'il y a entre ça et le hashtag, les Twitter, les hashtags sont presque devenus l'équivalent des manifestations maintenant sur Twitter. C'est un nouveau type de manifestation mais en ligne. Bon, bref. Déjà, soudainement, vous pouvez avoir des participants russes. Alors que si c'est une manifestation dans les rues de Paris, c'est un peu plus compliqué pour eux d'être physiquement présents, d'avoir leur visa et d'arriver à temps pour la manifestation. Donc vous avez des vraies personnes, mais qui n'existent pas physiquement là. Et puis, bien entendu, il y a des robots qui peuvent se joindre à votre démonstration, à votre manifestation. Donc pour chaque personne physique existante, vous pouvez avoir des centaines de robots qui participent à une manifestation en ligne et qui changent complètement la dynamique. De plus en plus, les médias, les réseaux sociaux ont un impact également par le biais des médias classiques sur les politiques et les orientations politiques. L'une des solutions pour réagir à ce flux d'informations, c'est de contrôler la fausse amplification. La vraie amplification, c'est quelque chose qui est mené par l'humain et qui est logique et acceptable et qui fait partie du jeu, entre guillemets. Mais il y a de l'amplification artificielle qui existe. Les plateformes sont en train de travailler pour essayer de les repérer. Mais il y a zéro transparence sur ce qu'ils font. Donc, ah bah s'ils font de leur mieux, c'est un échec. Un échec, certes. Mais je ne pense pas que ce soit facile. Et je pense qu'il y a de plus un conflit intrinsèque entre leurs intérêts financiers et ces valeurs publiques. C'est probablement pour cela qu'ils ne font pas autant que ce qu'on pourrait espérer. Pardon de vous interrompre. Je crois qu'il y a des exemples dramatiques avec l'exemple de Christchurch, l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il y a eu une enquête pour savoir pourquoi des suprémacistes ont pu diffuser ça en direct sur Facebook pendant très longtemps sans interruption, sans contrôle. Et on a vu qu'il y a des personnes qui sont payées par Facebook pour surveiller, pas contrôler, pour regarder. Je crois qu'ils sont basés aux Philippines. C'est des personnes qui sont des jeunes, des enfants quasiment, très mal payés et pas forcément bien formés non plus. Ils n'ont pas de règles très claires sur ce qui est attendu d'eux. Et la question, je crois que ce n'est pas tellement comment est-ce que les plateformes peuvent contrôler leur propre contenu. C'est plutôt quel degré de puissance elles donnent à leur propre système pour le contrôler. Et là, c'est un exemple évident. Ils dépensent beaucoup trop, ils investissent beaucoup trop. Cette surveillance n'a pas les ressources nécessaires. Une autre idée sur laquelle j'ai travaillé récemment, c'est la neutralité des plateformes. La neutralité des plateformes, c'est la séparation de ces trois niveaux que l'on a. La donnée, les données utilisateurs, les algorithmes, et ensuite la plateforme elle-même, en dur si vous voulez. Ces trois couches peuvent être considérées comme l'équivalent de ce que l'on avait dans les ordinateurs, à savoir le matériel, ensuite le système d'exploitation et ensuite les logiciels. Et on a maintenant un peu la même chose sur ces plateformes. Mais il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de législation pour ce qui s'y attache, c'est-à-dire les algorithmes liés à la plateforme.
Et c'est là qu'on a le problème. Parce qu'on a les données utilisateurs qui sont déjà capturées par un certain nombre de mécanismes de réglementation pour tout ce qui touche à la vie privée. Mais si on pouvait avoir une politique qui divise les algorithmes de la plateforme, alors là, c'est évidemment, il ne s'agit pas que des plateformes, ça serait aussi vrai pour les voitures sans chauffeur, qui ont leurs propres algorithmes et qui sont complètement opaques. On ne sait pas comment ils prennent leurs décisions. On ne sait pas si, par exemple, ils font attention à leur consommation énergétique et comment ils gèrent leur carburant. Est-ce qu'ils font attention à cela dans une approche climat? On ne sait pas. Bref. Une approche qui pourrait marcher. Il faudrait qu'elle commence quelque part et elle s'étendrait dans le reste du monde, je pense. Une législation qui forcerait les plateformes et les grandes entreprises, donc, à séparer les algorithmes. Ça voudrait dire qu'ils seraient obligés de créer un marché libre d'algorithmes tiers. Ça créerait tellement de transparence et de responsabilisation et de concurrence. Ça nous amènerait à une situation où on pourrait, par exemple, décider que l'on veut utiliser la carte Google Maps, mais avec un autre algorithme. Parce que, par exemple, vous voulez marcher plus ou que vous voulez que cet algorithme soit celui de la ville dans laquelle vous êtes, l'algorithme local, mais avec les données Google. Il y a bien entendu des critiques sur la façon dont les deux sont liés, mais pour moi, on pourrait isoler l'algorithme de la même manière que l'on a découplé les systèmes d'exploitation des logiciels dans les années 80. Ce qui a été fait dans les années 80, par exemple, on ne pouvait pas installer un logiciel Apple sur un PC et vice-versa. Et je pense que ça résoudra un certain nombre de problèmes de responsabilisation. La philanthropie, c'est un autre type de... Oui, vous savez, il faudrait des dons. Bien sûr, il faut continuer à investir. Je pense que c'est peut-être le bon moment de se tourner vers la salle pour les questions. On a beaucoup de questions. Vous pouvez également les poser en français. Il nous reste 20 minutes. On va faire passer les micros. Bonjour, je m'appelle Gio. Merci pour cette présentation, ces échanges brillants. Vous avez des idées qui sont absolument extraordinaires. Je vais faire un commentaire avant de finir sur une question. J'ai l'impression que depuis la fin du XXe siècle, on a créé de nouvelles normes éthiques. Celle-ci était très centrée sur la dignité de l'individu et le respect de la voix propre de l'individu. Ça nous a mené à beaucoup de choses extraordinaires en termes de libération, et c'est une très bonne chose. Mais c'est presque devenu un culte. On l'a pris à l'extrême. Et aujourd'hui, on est peut-être tombé dans un écueil où tout le monde, où toutes les voix ont exactement le même poids. La même autorité, les mêmes droits. Ce qui revient tout à fait à ce que vous discutiez. Et ma question serait la suivante. Je ne pense pas qu'on est les seuls à avoir ce problème. Par exemple, je suis formée comme scientifique. Et aujourd'hui, pour les scientifiques, c'est extrêmement difficile de faire en sorte que les faits et les conclusions de travaux scientifiques soient entendus et qu'une certaine autorité leur soit reconnue. Ça a pris une éternité pour le changement climatique, par exemple, avant qu'il y ait un consensus. Est-ce que, de ce fait, l'ennemi n'est pas encore plus grand que cela? Est-ce que ça ne va pas au-delà du monde des médias? Est-ce que peut-être vous pourriez trouver des alliés dans d'autres forces qui ont, elles aussi, besoin de données? Et là, je pense au monde scientifique qui a besoin de données qui soient vraies. Est-ce qu'en travaillant ensemble, on ne pourrait pas avoir de nouvelles normes éthiques centrées sur la santé, qui respectent la dignité de l'individu et, en même temps,
l'intégrité et la responsabilité des données qui sont diffusées. Est-ce que ça inclut la science alors? Premier élément de réponse. Dans beaucoup de pays, les universitaires et les journalistes sont ciblés de la même manière. En Turquie, en bien d'autres pays, on voit la même chose. C'est une question d'institution et de normes pour moi, et de ce qu'on crée et recrée. Deuxième élément de réponse, les changements technologiques. Les questions que nous touchons ici sont très similaires à ce qui relève du changement climatique. Il y a des symptômes, il y a des causes. On peut considérer qu'on peut éduquer la population. Mais est-ce que ce serait efficace dans une urgence telle que celle que nous avons maintenant? Non seulement pour le changement climatique, mais pour les autres questions dont on parle maintenant. Est-ce que l'on va changer le comportement de l'individu? Est-ce possible si les structures incitent à l'amplification artificielle et à flatter les biais cognitifs? Les structures sont très fortes. Je ne sais pas si l'éducation suffirait. Je ne pense pas que ça suffirait. Pour le changement climatique, on peut s'adapter. On peut, pour une personne, résoudre le problème en achetant une clim. Mais ça ne répondra pas au problème général. On peut faire la même chose pour notre problème. On peut avoir une nouvelle loi qui va résoudre un tout petit problème, une toute petite pièce du puzzle, mais qui ne va pas résoudre le problème général. Et dans les deux cas, je pense qu'on est à un point de bascule. Alors, ce n'était pas la solution idéale, mais le GIEC a quand même été créé pour le changement climatique, pour parvenir à une décision commune. Parce qu'évidemment, on ne peut pas changer le problème ou le résoudre en y travaillant dans un seul pays. Et c'est pourquoi l'une des initiatives de ce travail, ça a été d'arriver à un GIEC. Et c'est pourquoi on veut la même chose pour nous. Les experts indépendants, les universitaires. Sur la base de la société civile, ces personnes peuvent travailler ensemble sur des questions très complexes pour faire émerger des recommandations. Pour que, à l'international, les gouvernements puissent s'en saisir, les plateformes également, et réellement mener à un changement des règles du jeu. La petite différence pour ce qui nous intéresse, nous, par rapport au changement climatique, c'est que pour le changement climatique, on a tous les mêmes intérêts. Certains pays peuvent peut-être dire « Ah, un petit peu plus chaud, ce sera mieux dans mon pays ». Mais personne n'a une vue aussi étriquée. Mais notre problème à nous est un peu plus politique. C'est une question aussi de modèle démocratique. J'ai parlé de concurrence déloyale entre l'information vérifiée versus les informations fausses. Mais il y a aussi une concurrence entre les régimes despotiques et les démocraties. Et les régimes despotiques ont un énorme avantage, parce qu'ils peuvent contrôler leur population, exporter leurs contenus, les contrôler, refuser l'importation des contenus concurrentiels. C'est comme une mondialisation, mais sans aucune règle du jeu, avec une distorsion complète de cette concurrence. À nous de trouver les outils intellectuels, les références et les principes qui permettront à tous de défendre la démocratie. Et ce pour tous les droits, pas seulement les droits politiques. Pour que ces droits soient plus forts, plus solides face à des acteurs qui ont des idéaux complètement à l'opposé et qui refusent ces droits. D'autres questions, monsieur?
Merci. Merci à ce panel. Je vais rebondir à ce que Christophe et d'autres ont dit. Il me semble que l'on a effectivement besoin très clairement de nouvelles réglementations, mais qu'on ne comprend pas suffisamment en détail le problème pour pouvoir le faire. On a vu aux États-Unis avec Mark Zuckerberg que la législation est très en retard sur les développeurs. Et donc, on veut réglementer, on sait qu'il y a besoin de réglementation, mais on ne sait pas quoi. L'autre aspect, pour moi, c'est une question d'économie politique. Les nouveaux médias ont généré des fortunes énormes et donc donné beaucoup de pouvoir à des gens comme Mark Zuckerberg. Dans une démocratie, il me semble que l'on a un droit d'exiger de ces personnes qu'ils investissent plus dans la solution. Ils ont de l'argent par milliards, une influence extraordinaire à long terme et on ne leur demande rien en échange. Ils peuvent s'enrichir et de temps en temps ils s'excusent pour ce qu'ils ont fait, mais ils ne respectent pas leur devoir qui s'attache à cela. Oui, c'est pour ça que je pense que la neutralité des plateformes serait un début de solution pour lutter contre cette domination de la plateforme et pour le fait qu'ils essayent d'échapper à tout type de réglementation justement parce qu'ils sont en terre inconnue et que le législateur n'a même pas encore complètement découvert ce continent. Profitons-en pour parler de journalisme et de démocratie, puisque c'était le thème de notre panel. James Carey est un spécialiste des médias aux États-Unis. Il a écrit un essai extraordinaire sur la perception de la communication en tant que rituel plus qu'en tant que source d'information. Cela implique que lorsque nous lisons un journal, lorsque nous regardons le 20h, il ne s'agit pas seulement de transmettre des messages, il s'agit de participer à un rituel social ensemble. C'est une position très intéressante sur nos modes de communication et ça a des conséquences bien réelles. En particulier lorsqu'on regarde ça en regard du fait que l'on est passé du fait à la foi. Parce que le rituel est justement très étroitement lié au fait qu'on est dans un monde basé sur la croyance. Et à partir de cette idée, je réagis également à son idée de l'équivalence de la démocratie, de la conversation publique et du journalisme. C'est-à-dire, il dit que ces trois mots recouvrent le même concept. C'est très important et c'est très différent de ce que les gens disent d'habitude, à savoir que souvent les gens disent le journalisme soutient la démocratie soutient le journalisme, etc. Pour lui, il dit c'est la même chose. Ça revient à dire la conversation publique. Et donc ça veut dire qu'on assiste à une érosion de la conversation publique, on en a un déclin et cela mène à son tour un effondrement de la démocratie, enfin à son tour ou parce que c'est la même chose. Ce n'est pas une coïncidence si aujourd'hui on voit une baisse de la démocratie et une baisse du journalisme. C'est parce qu'ils sont intrinsèquement liés, c'est la même chose. Ce sont deux facettes de la conversation publique qui sont aujourd'hui pieds et poings liés par les plateformes. Mais il y a aussi un autre aspect du journalisme qui est important. Je sais que vous avez faim, mais patientez encore quelques secondes, je vous promets, je conclus. La crise du journalisme est une crise qui touche à ses productions principales, à savoir les nouvelles, les actualités. Pendant 2 siècles à peu près, les actualités sont la production du journalisme. Mais la crise que l'on voit aujourd'hui, c'est tellement évident qu'il n'y a presque pas besoin de le dire. Sur les modèles de financement, les ressources humaines, etc. La crise, c'est que les actualités ont perdu leur pertinence culturelle. Ce n'est pas un problème de modèle d'affaires, ce n'est pas un problème de qualité.
c'est que les actualités ont perdu une de leurs fonctions qu'ils ont eues pendant longtemps. La première, c'était la dramatisation. Pendant des siècles, c'était la source d'émotions, même avant l'invention du cinéma ou de la télévision par satellite. Les réseaux sociaux, Instagram, etc., tout ça a tout changé, ok, mais les jeux vidéo, etc., la dramatisation que l'on a maintenant de toutes ces sources est bien supérieure à ce qu'on obtient dans les actualités. Et c'est une des causes de son déclin. Deuxièmement, pendant très longtemps, les actualités fournissaient un lien international. Là encore, il y a 2 siècles, avant qu'on ait la mondialisation de l'information, la télésatellite, etc. Les actualités, c'était la seule façon dont on pouvait se sentir relié à d'autres dans des pays très éloignés, qui avaient des expériences très éloignées. Et c'était aussi la seule façon dont on pouvait s'en vanter dans les événements sociaux, parce que quand on faisait partie des classes sociales supérieures, on pouvait montrer cette culture internationale pour se distinguer des travailleurs, des ouvriers. Et donc, c'est quelque chose qui a disparu aujourd'hui à cause de ces nouveaux rivaux. Et les actualités ont donc ainsi perdu leur pertinence culturelle et donc leur valeur commerciale. Les individus ne veulent plus payer pour ces actualités. Ils sont prêts à payer pour d'autres choses. Les loisirs et autres, oui, c'est ça. On a besoin de journalisme, parce que c'est ça le débat public. On a besoin que le débat public subsiste. Et donc du journalisme, il nous faut réinventer le journalisme sans que les actualités en constituent plus le cœur. Et je pense que le nouveau cœur serait justement cette mise en scène, cette dramatisation, cette mise en contexte. Quand je parle de drama, hein, de dramatisation, c'est-à-dire un récit sur la forme longue, un récit au long cours, que ce soit textuel ou visuel. Regardez par exemple la littérature non fictionnelle. Fonctionne bien, hein, ça a un peu décliné dans le monde, mais beaucoup moins que l'industrie médiatique, enfin journalistique. Regardez par exemple les podcasts ou les documentaires audio, ça progresse beaucoup dans le monde à l'heure actuelle. Et ça va devenir très très rentable, hein, de produire ces types de produits. Donc ça se passe déjà, mais je crois que le journalisme doit accepter l'idée que les actualités, les nouvelles, c'est presque dépassé, c'est presque mort. Et donc je dirais qu'il faut se concentrer maintenant sur voilà, les événements, la dramatisation, la mise en scène. Il y a un aspect artistique effectivement qu'il faut prendre en compte là-dedans. Donc à mon avis, le journalisme à l'avenir, ce sera à la fois du journalisme et une forme d'art. Par exemple, où il y aura un carrefour au musique-journalisme, ou la peinture et le journalisme. Les bandes dessinées, bon ça c'est un exemple parfait de cette hybridation. Mais on peut penser à l'opéra aussi, parce que l'opéra implique 3 ou 4 formes d'art différentes. Par exemple, comment raconter la montée de Poutine ou l'avènement de l'extrême droite dans un opéra par exemple. Les gens paieraient pour voir ça. Ça parlerait toujours d'actualité, voilà, ça parlerait de fun, mais il faut réinventer le journalisme. Alors, pour recentrer un petit peu le débat sur le thème de la discussion, c'est-à-dire est-ce que le journalisme peut redonner un élan à la démocratie? Selon vous, c'est le cas? Oui, mais pas avec la définition du spectacle ou du drame, si vous voulez, dans son sens artistique, c'est-à-dire c'est pas de l'imagination, c'est pas de la création. L'idée, c'est d'avoir un récit, de mettre en récit le débat public pour justement lui donner un peu d'élan. Une autre question? Merci beaucoup pour ces discussions passionnantes, et je suis certain que ce que vous venez de dire était une provocation tout à fait consciente, parce que ce que vous présentez là, pour moi, c'est un vrai cauchemar. Ce que j'essaye de trouver, c'est des sites d'actualité, des sites d'information qui vont me donner des faits fiables,
neutres, Reuters, le Guardian, le Wall Street Journal, le Financial Times. Moi, je cherche des plateformes, finalement, qui me donnent une source crédible. Je sais que les journalistes qui y travaillent ont été formés au fact-checking, à la vérification, double vérification, mais je sais également que c'est probablement vrai que la plupart des journalistes travaillent trop et sont pas assez payés. Et donc on voit très souvent des situations, même à la BBC, hein, on voit des entretiens qui sont réalisés et on voit plutôt des faiseurs d'opinion plutôt que des experts qui s'expriment et sans que le journaliste ne le contredise ou n'y oppose des idées parce qu'il n'est pas expert de la question. Donc ça met à mal toute l'intégrité de la profession journalistique. Et je me demandais si on épousait la solution que vous venez d'évoquer. À savoir, donnons une version simplifiée, plus attirante de ce que les actualités devraient être. Je pense que c'est justement là qu'on va glisser vers les faits alternatifs et vers finalement un journalisme, un métier qui lui-même mettrait à mal la démocratie. Donc moi, j'en appellerais à ce que vous avez évoqué plus tôt, c'est-à-dire la création de plateformes indépendantes. Par exemple, l'un des candidats au poste de président de la Commission européenne a proposé la création d'une plateforme où on ne contrôle pas ce qui est dit, mais qui peut y avoir accès. Il faut qu'ils aient une crédibilité, une sorte de pédigré. Parce que, bon, encore une fois, je voulais intervenir parce que pour moi, c'était cauchemardesque ce que vous avez proposé. Bonjour à tous, merci. Je commencerai par dire que ce que vous avez dit, pour moi, c'est un rêve et pas un cauchemar. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que tout le monde considère les réseaux sociaux comme étant le problème. Et pour moi, ce n'est pas un problème. Parfois, ils peuvent être problématiques, certes, mais en tant qu'être humain, en général, on considère ce qu'on ne comprend pas comme un problème. Bon, mais ce n'est pas un problème, selon moi. Si je puis commencer par une petite anecdote. Tout d'abord, Facebook a été utilisé par mes collègues et moi à partir de 2009 en Tunisie. Nous étions en Tunisie, nous avons utilisé Facebook pour lutter contre la dictature. Facebook, c'était là où on manifestait, où on s'organisait, là où on est allé chercher notre démocratie. C'était le seul endroit disponible. Parce que vous nous dites, OK, on est consommateur de news, mais on l'a produit, cette information également, de manière peut-être dramatique, dans le sens, effectivement, où c'est nous qui sommes en charge de notre récit, de la narration. On ne dit pas là qu'on va balancer des fausses informations, mais qu'on est plus au contact des actualités, parce que ce sont les nôtres. Et le fait est que cet instrument, cette plateforme est aussi utilisée par des gens qui nous sont à l'opposé de ce qu'on pense. Donc, ce que j'ai l'impression d'entendre, c'est que vous ne voulez pas que les choses changent et vous voulez un résultat différent. Je pense que c'est un problème de logique. C'est un nouvel espace, les réseaux sociaux, c'est un espace public et je pense qu'il faut en apprendre les règles. Les anciens acteurs doivent devenir de meilleurs joueurs finalement dans ce nouveau jeu. Facebook a changé sa politique de confidentialité l'année dernière et suite aux nouvelles réglementations européennes, ça fait 20 pages, hein, c'est très ennuyeux à lire, mais voilà, c'est tout ce qui peut se passer finalement. Un réseau social, c'est comme une place publique. C'est comme voilà, un parc à côté de chez vous. Au début, bon, tout le monde joue, puis ensuite un groupe de personnes débarque. Ils ne se conduisent pas de manière éthique. Bon, après, c'est toujours une question subjective, mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez fermer tout le parc ou est-ce que vous avez essayé de mieux jouer ensemble? Et je crois que c'est ce que vous essayez de dire au départ, monsieur Sekader, depuis le départ. Facebook est là et nous pouvons être des consommateurs, des producteurs et c'est libre. Et Dieu merci, ça l'est. Peut-être peut-on même penser à ce rêve-là, plutôt. Merci beaucoup. Nous avons
Une dernière question, une dernière déclaration, parce que nous avons 5 minutes qui nous restent et je voulais me tourner vers les deux autres intervenants également. Je suis également un journaliste. Quand vous parlez de la réinvention de la démocratie par le biais du journalisme, ça me donne envie de parler des intox, des fake news. Je pense qu'une partie du problème vient du fait qu'il y a une demande de fake news. Pourquoi il y a une demande? Parce que il y a des gens qui ne se sentent pas représentés dans les médias. Quand vous regardez les plateformes médiatiques dans le monde, les sites internet de l'information, vous pouvez voir que la plupart, facilement, on le voit, ce sont plutôt des journaux, on va dire, progressistes ou globalistes, libéraux dans le sens anglo-saxon du terme. Quand vous regardez aux États-Unis ce qui se passe, il y a beaucoup de journaux qui sont contre effectivement l'administration Trump et il y a des gens donc qui cherchent des actualités qui sont plus en accord avec ce qu'ils pensent, par exemple le site Sputnik. Et dans mon pays, de plus en plus de médias sont devenus politiques. Et moi, en tant que journaliste économique, en l'occurrence, je sais voir quel journal soutient quel parti, ou l'opposition, le gouvernement. Et je crois que c'est pareil un peu dans le monde entier. Donc, il n'y a pas de confiance et on peut finalement trouver d'autres sources d'opinion parce que tout est opinion maintenant. Avec un monde comme ça, que faire? Donc deux questions. Comment raviver, je dirais, le journalisme sans pour autant revenir il y a 10, 30 ou 40 ans? Alors, de mieux jouer selon les règles, c'est important, mais ce ne sera pas suffisant. Si vous jouez mieux, mais avec des règles qui sont construites pour aller à votre rencontre, et vous savez que vous allez perdre, il n'y a pas besoin de se donner de mal à jouer mieux. Je suis d'accord finalement avec vous deux, je dirais. Il est clair qu'il y a effectivement une crise des médias. Bon, je ne suis pas certain que les journalistes devraient s'éloigner des actualités et des nouvelles, parce que si l'on lâche finalement, si on abandonne l'actualité existera toujours autre part et quelqu'un d'autre s'en emparera. Les journalistes, au moins, on peut avoir une certaine confiance dans la manière dont ils travaillent. Mais il faut prouver à nouveau l'utilité du journalisme. La crise du journalisme, c'est que les journalistes sont obsédés par les événements. Et les événements, en général, ce sont des événements négatifs, des accidents, des catastrophes, etc. Il nous faut également, en tant que corporation, apprendre à faire face à des situations, des évolutions, des transformations et en rendre compte. Steven Pinker, qui a publié récemment un livre sur les Lumières et sur comment on peut faire perdurer leur esprit, dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit que il y a des choses que dont les journalistes n'arrivent pas à rendre compte, c'est-à-dire les tendances à long terme, les évolutions à long terme et les bonnes nouvelles. Il évoque un jeune économiste allemand qui, selon lui, qui nous dit que chaque jour, au cours des 25 dernières années, il y a eu une nouvelle très importante qui n'a jamais fait la une. C'était vrai chaque jour, c'était vrai encore hier. Hier, 137 000 personnes sont sorties de l'indigence extrême. Rien qu'hier. C'est très difficile pour un journaliste d'en rendre compte. Bon, bien sûr, tous les jours, on ne va pas mettre le même chiffre, le même commentaire, mais en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on ne lit même plus d'une manière ou d'une autre. Alors, il nous faut considérer la manière dont nous travaillons. Si les gens ne nous font pas confiance,
parfois, c'est pas très légitime, mais on devrait aussi tout de même réfléchir à la raison pour laquelle de si grands pans de la population pensent qu'on est contre eux, contre elles. Est-ce que c'est parce que nous, on est honnêtes et eux sont malhonnêtes? C'est peut-être pas une explication suffisante, vous en conviendrez. Même lorsque nous, bon, avec même pour des journaux qui réussissent, hein, qui vendent bien, qui marchent bien, il faut se demander, est-ce qu'ils font montre de pluralisme? Est-ce que c'est un monde également, est-ce qu'on adopte, est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on relate le point de vue de ceux qu'on appelle également les populistes? Alors, juste la crise de la confiance et le rétrécissement de la classe moyenne. Voilà, je voulais juste citer cela comme également des raisons à la crise. Merci beaucoup. C'est terminé maintenant.